Le rapport prospectif va décrire un nouveau modèle économique qui va finalement chercher à répondre et à prendre en charge les grandes fonctionnalités de la vie, s'alimenter, habiter, être mobile, être en santé, se cultiver, etc. Alors la façon dont on va construire ces réponses, c'est une façon qui va se déplacer par rapport à notre modèle actuel économique. C'est d'abord une façon de relier des acteurs publics et des acteurs privés qui chacun aujourd'hui agissent de façon séparée, segmentée, dans une même intention pour apporter une réponse beaucoup plus globale, une réponse d'ensemble à un enjeu social, un enjeu environnemental. Je vais prendre l'exemple de l'alimentation. Aujourd'hui, d'un côté, vous achetez des produits, d'un autre côté, vous vous questionnez sur les enjeux nutritionnels ou vous êtes rattrapé par une question de santé, vous devez adapter votre régime alimentaire. Et puis, il y a la question de savoir cuisiner. L'hypothèse demain, c'est qu'on a un ensemble d'acteurs qui vont coopérer pour beaucoup plus facilement vous apporter tous ces éléments dans une solution intégrée. Donc, de faire dialoguer et de faire travailler le producteur, le préventeur, l'acteur de la santé, le distributeur et le cuisinier à votre service. Peut-être deux ingrédients complémentaires dans ce nouveau modèle économique. C'est d'une part, on va penser différemment la question de la valeur. Quelle valeur ça crée et comment on est capable d'apprécier cette valeur. Et on va, d'autre part, faire évoluer nos modes de contractualisation et de rémunération de cette valeur. Cette nouvelle trajectoire économique, elle ne peut émerger que s'il y a un ensemble de transformations à différentes échelles et on est tous concernés. Il y a un premier périmètre d'acteurs qui est concerné, on va dire les acteurs étatiques, les acteurs institutionnels, par une évolution d'un certain nombre de réglementations, de lois, mais aussi de dispositifs institutionnels. Faire émerger une nouvelle trajectoire économique, par exemple, c'est un autre rapport à l'innovation. C'est avoir des dispositifs d'innovation qui sont plus centrés sur l'innovation sociale que sur l'innovation technologique. Bien entendu, les acteurs qui sont centraux, ce sont les acteurs économiques. Il ne faut pas que les acteurs économiques attendent d'être sous contrainte pour bouger et pour réinterroger leur modèle industriel et aller vers un modèle plus serviciel, plus créateur de valeur. Donc on attend d'eux qu'ils mobilisent leurs salariés, qu'ils se mobilisent en tant que dirigeants et qu'ils impriment une trajectoire parce que ce nouveau modèle, il ne va pas émerger du jour au lendemain, il va se construire au fur et à mesure et les déplacements doivent s'installer dans la durée. Mais tout ça n'aura aussi des chances d'advenir que si du côté de la société et du côté des individus que nous sommes, il y a aussi des déplacements. Et notamment, comment les enjeux écologiques, qui sont de plus en plus prégnants, vont faire évoluer des normes sociales. On voit par exemple le fait que de plus en plus dans les jeunes générations, des personnes disent « je ne prendrai plus l'avion ». Il y a une nouvelle norme sociale là, qui s'installe, mais aussi une envie d'aller vers des nouveaux modes de vie, vers des nouveaux rapports de consommation qui soient à la fois désirables et plus soutenables. Il faut tous, que l'on soit une entreprise qui passe commande à une autre entreprise ou que l'on soit un particulier qui accède à un service, il faut qu'on fasse l'expérience d'interroger quelle est la valeur qui est apportée par cette relation de service ou la mise à disposition d'un bien. Je vais prendre un exemple, la mise en propreté des locaux. La mise en propreté des locaux, aujourd'hui, c'est vu comme un coût de fonctionnement et on n'accorde pas beaucoup de valeur. Mais en fait, quand vous interrogez les effets utiles, des locaux propres, c'est à la fois des effets de santé, c'est des effets de communication, c'est des effets d'image, c'est un soutien dans le travail des personnes, c'est une qualité d'ambiance qui participe aussi d'un bien-être au travail. Et donc vous voyez que simplement en réénonçant des dimensions de valeur potentielle, on peut faire évoluer le service de propreté pour qu'il vienne réellement en appui à ces dimensions d'effets utiles, mais ça nous réouvre aussi à une question sur quel type de rémunération on est prêt à mettre pour accéder aux services de mise en propreté de mes locaux. Alors ça nous amène sur le deuxième point, cette nécessité de faire évoluer les formes de contractualisation. J'ai donné une première indication, c'est plutôt de réfléchir en termes de dépenses acceptables, si je reviens sur l'exemple de la propreté, combien je suis prêt à mettre pour que ces effets utiles qui sont accompagnés par la mise en propreté puissent être soutenus et donc à travers l'engagement des agents de propreté et de l'entreprise. Vous voyez, ce n'est pas la mise en concurrence par les prix qui va déterminer finalement ce que vaut le service qui m'est rendu. C'est bien une interrogation sur la valeur que j'accorde et sur le niveau de dépense que je suis prêt à apporter. Et puis il faut qu'il y ait d'autres évolutions qui se fassent dans
dans la contractualisation, c'est notamment construire des convergences d'intérêts avec les entreprises qui sont à notre service sur le fait que si on réduit des moyens, si on économise de la matière, si on économise du temps, si on limite des passages, eh bien cette économie-là, elle est repartagée. Les gains sont partagés. Il faut intéresser les acteurs économiques à la réduction de leurs activités, mais il faut rémunérer si ça correspond à une performance.